Nous sommes aujourd'hui avec Marie-Michel Montet, qui est maître conférencier, guide au château de Senef, également historienne de l'art. Alors, vous avez eu l'occasion de donner une conférence sur les merveilleuses. Alors, les merveilleuses, c'est l'époque post-révolutionnaire, si je peux dire. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à cette période? Je me suis intéressée à la période du directoire et du consulat simplement parce que c'était une période que je ne connaissais pas. Et lors d'une exposition ici au domaine de Senef sur la médecine au XVIIIe siècle, 2 vitrines étaient consacrées aux incroyables et aux merveilleuses. Et j'ai été assez étonnée, assez intriguée et je me suis intéressée à cette période. Alors on dit les incroyables et les merveilleuses. Les merveilleuses, je connaissais. Les incroyables, moins, c'était leur pendant masculin. Je ne sais pas si on peut parler de pendant masculin parce qu'on ne voit pas souvent ensemble les incroyables et les merveilleuses, même si sur les caricatures et les gravures on les voit ensemble. Ce sont, je veux dire, d'abord pour les merveilleuses, des jeunes dames qui intriguaient, qui faisaient la mode, qui avaient un rôle plutôt, je veux dire, de top modèle de l'époque. Tandis que les incroyables, ils ont quand même un rôle beaucoup plus politique. Donc on dit les incroyables et les merveilleuses parce qu'ils vivaient à la même époque, mais ils n'avaient pas tout à fait le même rôle. Nous sommes avec Marie-Michel Montet, maître conférencière, guide au château de Senef, historienne de l'art. Elle s'est intéressée à une période que l'on appelle la période des merveilleuses. C'est juste après la Révolution, c'est juste après la Terreur, en fait. Ça se situe sur un laps de combien de temps? Quelques années, en fait, juste après la chute de Robespierre en 1794, il y a eu une grande envie de liberté. Et ça s'est passé de 1794, je dirais, à 1804 plus ou moins. Donc directoire et consulat. Liberté ou libertinage? Plus liberté que libertinage. On va plutôt parler de libertinage 17e, 18e, surtout 18e. Les merveilleuses ne sont pas spécialement de jeunes libertines, même si sur certaines caricatures on les appelle les prostituées de la France, et même si par exemple Fortunée Hamelin a été désignée comme la plus polissonne de France, ce n'était pas du libertinage au sens où on l'entend au XVIIIe siècle. C'était du 50 nuances degrés à l'époque peut-être? Je sais pas, j'ai pas lu. Non, je pense pas. Non, c'est pas. C'est plus l'envie de s'amuser, d'être libre, mais libre dans un sens de je n'ai pas d'attache. Par exemple, il y a eu un décret en 1792 sur le divorce. Mais on va voir par exemple Madame Récamier, va se marier, se divorcer plusieurs fois sans aucun problème. C'est plus liberté de je n'ai pas d'attache. Nous sommes avec Marie-Michel Montet, qui est historienne de l'art, guide au château de Senef, maître conférencière. Alors, vous êtes intéressée à l'époque des merveilleuses. C'est vrai qu'il y avait finalement étaient merveilleuses et étaient incroyables des enfants, ou en tout cas des gens dont certains parents avaient été exécutés durant la Terreur. Oui, pour certains, ce sont surtout des gens qui ont beaucoup souffert pendant la période révolutionnaire et pendant la Terreur. Certaines personnes n'avaient pas de lien direct avec la guillotine, avec l'échafaud, mais avaient par exemple été emprisonnées. C'est le cas de Madame Tallien, par exemple. Donc il y a eu toute cette époque durant laquelle cette jeunesse, qu'on va appeler jeunesse dorée, a eu peur d'être emprisonnée, a eu peur parce que la famille pouvait être en prison, pouvait être guillotinée. Et donc oui, il y a un lien entre les incroyables et les merveilleuses à ce niveau-là. Nous sommes aujourd'hui avec Marie-Michel Montet, qui est historienne de l'art, maître conférencier, et elle s'est intéressée à la période des merveilleuses et des incroyables, c'est juste après la Terreur. Alors, il faut savoir que ces personnes s'intéressaient d'une part à l'antique, et puis il y a aussi dans les traditions le fameux bal des victimes. Oui, le bal des victimes était un lieu de festivité, mais qui avait un rapport direct avec le deuil, avec la guillotine, puisque s'y retrouvaient des jeunes gens qui dansaient, on dit d'ailleurs qu'ils dansaient dans le cimetière des Carmes, là où il y avait eu lieu des massacres durant la Terreur, mais ils dansaient et ils jouait une espèce de rôle de victime. On honorait la victime, par exemple, en simulant le couperet de la guillotine sur le cou. Donc, quand on se saluait, on faisait un mouvement assez brusque avec le cou pour montrer le coup de la guillotine. Et les jeunes dames avaient à l'emplacement de ce couperet un fin filet rouge, un collier rouge,
montrant le sang de la guillotine. Mais beaucoup d'historiens pensent qu'il y a beaucoup de mythes dans cette histoire et on n'a pas de preuves, on n'a pas de réels récits de personnes qui ont assisté à un bal de victimes, mais on a des on-dit. Oui, alors il y avait quand même la mode aussi, la coiffure à la Titus aussi. La mode de la coiffure à la Titus, c'est assez étonnant puisque le premier personnage à se couper les cheveux très courts, c'était un comédien qui s'appelait Talma. Et les merveilleuses vont trouver cette coupe assez plaisante et qui rappelle d'ailleurs la coupe que l'on faisait juste avant d'être guillotiné. Et c'était une coupe de cheveux très très courte, un peu comme moi finalement, des cheveux très très courts et qu'on pouvait boucler ou alors qu'on ébouriffait simplement. Et les femmes en étaient très très friandes. Nous étions avec Marie-Michèle Montet, historienne de l'art, guide ici au château de Senef et maître conférencière. Alors un de ses centres d'intérêt, c'est notamment la période des incroyables et des merveilleuses. C'est cette époque qui a juste suivi la terreur, hein, ça s'étale sur 3-4 ans. Alors on peut dire que quand même, ces merveilleuses, elles nous ont quand même laissé des traces au niveau de la mode, au niveau parfois de certains bâtiments. Oui, bien sûr. Au niveau de la mode, on va par exemple avoir tous ces robes en tissu assez fin, légers, comme la mousseline, comme le linon, qui est une espèce de lin. Des vêtements avec la taille haute. Au niveau des coiffures, on va avoir des coiffures très différentes, avec cheveux courts ou cheveux longs. Au niveau des habitudes et des loisirs, on a aussi pas mal de petits éléments comme ça qui sont parvenus jusqu'à nous et qui datent de cette époque. Par exemple, tous les parcs d'attractions, on pourrait dire aujourd'hui parcs d'attractions, mais ce sont des anciennes maisons de maître, des anciens châteaux qui ont été transformés en parcs. On peut retrouver par exemple des espèces de montagnes russes. On peut retrouver ce qu'ils appelaient à l'époque des tape-culs, ce sont ces fameuses balançoires balancelles. Ils passaient leur temps à se montrer dans ces balles, à se montrer dans ces parcs. C'était une activité. C'est d'ailleurs ça qui a fait que la robe et le vêtement a évolué, puisque vu qu'on marchait beaucoup, il fallait un vêtement qui soit moins long, moins encombrant. Ce qu'on voit aussi aujourd'hui quand on va dans un parc d'attractions, on adapte son vêtement à l'activité. Alors des parcs comme Parc Monceau, etc., ça vient de cette époque-là ? Ça vient de cette époque-là. Un des plus célèbres était le parc Tivoli ou Fracasti aussi, mais ça vient effectivement de cette époque. Bagatelle, Monceau, tous ces lieux, oui.